Accord de paix, RDC et Rwanda. Boulos démasque les mensonges de Kagame sur les FDLR et le M23. Nous observons déjà deux interprétations divergentes. Il y a en effet deux éléments clés sur le plan sécuritaire. La neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, la milice FDLR, par l'armée de la RDC, et d'autre part le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Mais les Rwandais disent déjà, d'abord il faut neutraliser les FDLR, puis nous nous retirerons. Et la RDC dit non, 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 cela doit être fait en même temps. Quel est le point de vue des Américains sur cet élément clé? Faut-il faire l'un après l'autre ou les deux ensemble? Oui, absolument. Et ça a été la principale pierre d'achoppement par le passé, y compris les différentes initiatives qui ont été faites par le passé. Ces choses-là doivent aller de pair. Les deux parties se sont mis d'accord pour établir un mécanisme de sécurité commun. C'est très important et c'est fait partie de l'accord. Pour la première fois, ils ont établi un mécanisme de sécurité commun en vertu duquel toutes ces choses feront l'objet d'un accord commun et coordonné par les deux parties. Le conseiller spécial de Trump, Massad Boulos, vient de mettre à nu un énième mensonge du régime de Kigali. Contrairement aux affirmations d'Olivier Nduhungirehe, proche du pouvoir rwandais, le retrait des troupes de Kagame de la RDC ne dépendra pas de la neutralisation des FDLR. Ce retrait devra être simultané et immédiat, un tournant décisif dans la guerre d'influence entre vérité diplomatique et manipulation géopolitique. Dans cette analyse exclusive, nous revenons sur l'interview choc de Boulos sur France 24 et les implications profondes pour la RDC, le Rwanda et l'ensemble de la région des Grands Lacs. Il y a des vérités qui explosent comme des bombes dans l'arène géopolitique. Et l'interview de Massad Boulos sur France 24 en est une. L'homme, conseiller principal de l'administration Trump pour les affaires africaines et moyen-orientales, a mis fin à une intox largement répandue par les relais du régime rwandais. Notamment Olivier Nduhungirehe, surnommé par les internautes le ministre des réseaux sociaux de Kigali, qui prétendait haut et fort que le retrait des troupes rwandaises de la RDC ne serait envisageable qu'après la neutralisation complète des FDLR. Une manière, comme souvent, de reporter éternellement le départ de l'armée d'occupation rwandaise. Mais la vérité, cette fois-ci, est sortie par la bouche d'un proche de la Maison-Blanche. Non seulement les États-Unis, par l'entremise de Boulos, confirme qu'un accord global et historique a bel et bien été signé le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda, mais surtout que cet accord prévoit une opération de retrait simultané avec la neutralisation des FDLR. En d'autres termes, aucune condition préalable ne sera exigée pour le retrait des RDF. Il s'agit d'un renversement de narratif spectaculaire. Car depuis des années, Paul Kagame et ses porte-voix brandissent la présence des FDLR comme justification de leurs incursions militaires répétées à l'est du Congo. Pourtant, ces FDLR sont affaiblis, divisés et incapables de représenter une menace réelle pour Kigali. Il s'agissait d'un prétexte stratégique pour maintenir une présence militaire au cœur des zones minières congolaises sous couvert de sécurité régionale. Ce que Boulos vient de révéler dans son entretien, c'est que le monde entier, à commencer par les États-Unis, n'est plus dupe. Il a d'ailleurs rappelé que ce conflit a coûté la vie à plus de 6 millions de personnes, a jeté 8 millions d'autres sur les routes de l'exil et continue de saigner la région des Grands Lacs. Il est donc temps, selon lui, de fermer définitivement cette page de l'histoire, d'ouvrir une ère de stabilité et de prospérité, et surtout d'en finir avec les accords de dupes. Contrairement aux précédents traités qui se sont succédés sans impact réel, celui signé à Washington présente plusieurs nouveautés structurelles. D'abord, il a été signé au plus haut niveau par les présidents Tshisekedi et Kagame, ce qui engage la responsabilité directe des États. Ensuite, il prévoit un cadre d'intégration économique régionale, une première dans l'histoire des relations entre les deux pays. Ce volet économique est crucial, car il transforme la logique de conflit en une logique de coopération, du moins sur le papier.
Mais le point central, celui qui a attiré toutes les attentions, reste le mécanisme de mise en œuvre commun. C'est là que réside l'innovation principale. Au lieu de promesses abstraites, l'accord prévoit une coordination bilatérale entre Kinshasa et Kigali, sous supervision internationale, États-Unis, Union africaine, Qatar, France, pour la sécurisation mutuelle et le respect des engagements. Boulos insiste, les actions doivent se faire de manière simultanée et synchronisée. Fini les excuses unilatérales, chacun devra avancer en même temps. En révélant cela, Boulos vient donc doucher les illusions propagées par Kigali, notamment à travers les réseaux sociaux et les canaux de désinformation. Olivier Nduhungirehe, visiblement informé de rien ou instrumentalisé sciemment, s'est retrouvé contredit en direct par un responsable de premier plan. Ce camouflet diplomatique est une claque pour le régime rwandais qui espérait une fois de plus repousser le désengagement de ses troupes en inventant de nouveaux préalables. Et ce n'est pas tout. L'interview de Boulos a également abordé le cas explosif du M23, ce groupe armé largement documenté comme étant un prolongement militaire de Kigali. Le dernier rapport des experts de l'ONU est clair. Le M23 est armé, dirigé et soutenu par le Rwanda. Pourtant, ce sujet n'a pas été traité dans l'accord de paix signé à Washington. Pourquoi ? Parce qu'il fait l'objet d'un processus parallèle à Doha, sous médiation qatari. Boulos confirme que les pourparlers ont bien avancé, qu'un texte final est prêt et que les deux camps, RDC et M23, pourraient bientôt le signer. Mais là encore, le rôle du Rwanda est ambigu. Bien que Kagame ait donné son soutien plein et entier à la réussite des négociations, le comportement du M23 sur le terrain contredit souvent les déclarations officielles. Les exactions continuent, les villages sont occupés, les populations déplacées. Cette dissonance entre discours diplomatique et réalité militaire interroge. C'est pourquoi les garanties américaines sont essentielles. Boulos insiste, les États-Unis vont participer aux réunions, assurer le suivi et veiller à la mise en œuvre stricte de l'accord. La France, de son côté, organisera une conférence humanitaire à Paris en septembre, preuve que les puissances mondiales veulent désormais imposer une paix durable. Mais cela suffira-t-il à freiner les ambitions territoriales de Kagame ? Rien n'est moins sûr. Sur le plan économique, un autre volet sensible a été abordé. L'accord minier entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda. Certains Congolais redoutent déjà un nouveau pillage des ressources, cette fois sous couverture américaine. Boulos tente de rassurer. Il affirme que les entreprises américaines sont éthiques, respectueuses des lois locales, des normes internationales et de l'environnement. Il insiste sur la transparence. L'accord sera signé publiquement à la Maison-Blanche et ne comportera aucune clause secrète. Mais cette promesse suffira-t-elle à calmer les esprits ? L'histoire récente regorge d'exemples où des entreprises étrangères, pourtant encadrées par des accords bilatéraux, ont profité de l'instabilité congolaise pour exploiter sans vergogne les richesses naturelles, sans réel bénéfice pour les populations locales. La méfiance est donc légitime. Et c'est justement là que se joue l'avenir de la RDC. Car si le président Tshisekedi veut réellement ouvrir une nouvelle page, il devra renforcer ses institutions, garantir une redistribution équitable des revenus miniers, et surtout veiller à ce que le territoire congolais ne soit plus la base arrière d'aucune armée étrangère, quelle que soit sa justification. De son côté, Paul Kagame joue gros. Son absence aux célébrations du 4 juillet à Kigali et à la convention rwandaise aux États-Unis a relancé les rumeurs sur sa santé vacillante. Certains y voient une incapacité à assumer la pression diplomatique et l'examen international qui s'intensifie. D'autres évoquent des tensions internes au sein du Front patriotique rwandais, FPR, son parti, où la succession semble désormais ouverte. Face à cela, les États-Unis avancent leur pion avec prudence mais fermeté. Le soutien à la paix n'est pas un chèque en blanc. Boulos l'a dit clairement. Ce qui compte, ce n'est pas la signature d'un accord, mais sa mise en œuvre effective. Et pour cela, des mécanismes de contrôle, d'évaluation, de sanctions potentielles sont à l'étude. Washington ne veut plus financer des promesses, mais des résultats.
Côté congolais, la diplomatie menée par Thérèse Kayi-Kwamba Wagner, chef de la délégation à Washington, a été saluée pour sa fermeté et sa clarté. Elle a tenu bon face aux tentatives de manipulation du texte, a exigé la simultanéité du retrait rwandais et de la neutralisation des FDLR, et a insisté pour que le Congo ne soit pas traité comme une variable d'ajustement géopolitique, mais comme un État souverain à part entière. Reste maintenant à voir si cette dynamique tiendra dans le temps. Les prochains mois seront décisifs. Si le retrait rwandais s'amorce réellement, si le M23 dépose les armes, si l'accord minier est équitable, alors oui, la paix est possible. Mais si Kagame joue encore la montre, si ses troupes tergiversent, si le M23 continue d'avancer, alors tout cela ne sera qu'un écran de fumée supplémentaire. La vigilance citoyenne, le rôle des médias indépendants, la mobilisation des élites africaines et de la diaspora seront essentiels pour exiger la vérité, la justice et le respect de la souveraineté congolaise. Car le mensonge a trop longtemps dominé les relations dans cette région. Et aujourd'hui, grâce à des révélations comme celle de Boulos, un nouveau chapitre peut s'ouvrir, à condition que les peuples concernés restent les principaux protagonistes de leur histoire. Le temps des dictatures prédatrices, des prétextes sécuritaires inventés et des occupations militaires maquillées en coopération régionale doit prendre fin. Place à la vérité, à la transparence et à la souveraineté populaire. Le Congo l'a payé trop cher pour encore attendre. Mais pour que cette paix ne soit pas une illusion de plus, il est nécessaire de comprendre pourquoi les mensonges de Kigali ont pu prospérer si longtemps. Il faut remonter aux origines du discours sécuritaire forgé par Paul Kagame et ses stratèges, pour justifier chaque agression militaire contre la République démocratique du Congo. Depuis les années 1990, Kagame a bâti une rhétorique d'État fondée sur la menace permanente des FDLR, groupe armé principalement composé de Hutus rwandais, réfugiés dans l'est du Congo après le génocide de 1994. Ce discours a été soutenu, voire entretenu, par certains partenaires internationaux, fascinés par le récit du sauveur Tutsi ayant mis fin au génocide et imposé l'ordre au Rwanda. Pourtant, à l'examen des faits, cette menace FDLR est de plus en plus inconsistante. Les rapports des Nations Unies successifs l'affirment depuis plusieurs années. Les FDLR sont réduits à quelques centaines de combattants, dispersés, peu équipés et sans capacité offensive sérieuse. Les grandes opérations militaires congolaises, comme Kimia II, Umoja Wetu ou Sukola, ont fortement affaibli ce groupe. Mais Kigali a toujours trouvé un moyen de raviver cette menace dans les discours, comme une justification permanente de son droit d'intervenir en RDC. C'est pourquoi l'accord du 27 juin 2025 représente une rupture. En obligeant le Rwanda à retirer ses troupes simultanément à la neutralisation des FDLR, il prive Kagame de son alibi stratégique. En diplomatie, c'est ce qu'on appelle une redéfinition des rapports de force. Ce que Boulos confirme entre les lignes, c'est que la communauté internationale ne soutient plus les aventures militaires rwandaises au Congo. Un changement de paradigme majeur. Ce changement a été rendu possible par plusieurs facteurs. D'abord, l'évolution de la position américaine. Alors que les administrations précédentes, notamment sous Clinton et Obama, avaient soutenu Kigali de manière presque inconditionnelle, l'équipe Trump, et désormais post-Trump, adopte une posture plus pragmatique. Elle reconnaît le poids géopolitique du Congo, sa richesse stratégique, son rôle dans la stabilité régionale et surtout l'épuisement moral et politique du régime Kagame. Washington sait que miser sur un dictateur à bout de souffle n'est plus rentable. Ensuite, il y a eu le travail diplomatique acharné de la RDC. Sous la présidence de Félix Tshisekedi, Kinshasa a entrepris de sortir de l'isolement diplomatique dans lequel Joseph Kabila avait plongé le pays. Le retour au Conseil de sécurité de l'ONU, les accords bilatéraux avec les États-Unis, le redéploiement de la diplomatie congolaise sous la direction de Thérèse Kayi-Kwamba Wagner ont repositionné la RDC comme un acteur crédible, proactif et surtout légitime.
Ce retour en force sur la scène diplomatique a permis de mettre fin au monopole narratif de Kigali sur la crise des Grands Lacs. Mais ce revirement ne plaît pas à tout le monde. Du côté rwandais, on note une montée des tensions internes depuis plusieurs mois. Des figures historiques du FPR, Front patriotique rwandais, s'interrogent sur la pertinence d'un modèle de gouvernance basé sur le mensonge, la peur et la manipulation. Le récent silence de Kagame, son absence lors d'événements clés et les rumeurs persistantes sur son état de santé sont autant de signes d'un essoufflement du système. L'arrestation de Victoire Ingabire, la répression croissante contre les voix dissidentes et les purges au sein des services de sécurité traduisent un régime en perte de contrôle. La diplomatie américaine, à travers Boulos, a bien compris ce moment de bascule. En mettant sur la table un cadre de coopération économique régionale, les États-Unis cherchent à remplacer la logique de guerre par une logique d'interdépendance. Investir à la fois en RDC et au Rwanda, créer des chaînes de valeur communes dans la transformation des minerais, bâtir des infrastructures partagées, voilà l'ambition affichée. Mais cette vision repose sur une condition incontournable, la paix réelle sur le terrain. Pas une paix de façade, mais une paix fondée sur le retrait des troupes étrangères, la fin des groupes armés, et la reconquête par l'État congolais de son autorité dans tout l'est du pays. Le plus grand défi, cependant, reste la mise en œuvre, car un accord, aussi bien rédigé soit-il, reste lettre morte sans volonté politique. Tshisekedi devra renforcer la FARDC, épurer les réseaux de corruption en son sein et surtout redonner confiance aux populations locales traumatisées. L'État congolais ne peut plus être perçu comme faible, absent ou complice. Il doit se montrer fort, juste et capable de protéger. De son côté, le M23 semble entrer dans une zone d'incertitude. Les combattants sur le terrain ne cachent plus leur frustration face aux tractations diplomatiques. Les promesses non tenues, la lenteur du processus de Doha et surtout la pression internationale croissante sur Kigali mettent à mal la cohésion de cette coalition armée. Certains commandants parlent déjà de désertion, d'autres de reddition. Si un accord avec Kinshasa aboutit réellement à Doha, il est possible que l'ossature militaire du M23 se délite progressivement. Mais rien n'est garanti. C'est pourquoi la vigilance doit rester de mise. Kigali pourrait encore chercher à instrumentaliser d'autres groupes armés, relancer la menace sécuritaire ou faire échouer l'accord en créant une nouvelle crise. La présence de réseaux dormants, de milices supplétives et de circuits de contrebande toujours actifs à la frontière reste un facteur de déstabilisation majeur. Les services de renseignement congolais, avec l'aide des partenaires internationaux, devront anticiper ces manœuvres. Un autre point crucial évoqué par Boulos est la dimension environnementale et sociale des investissements à venir. Il insiste sur le respect des lois, sur l'interdiction du travail des enfants, sur la protection des écosystèmes. Ces engagements sont importants, mais ils devront être vérifiables et contraignants. Car le Congo a trop souvent vu ses richesses exploitées sans compensation réelle pour ses populations. La pauvreté persistante dans les zones minières, les déplacements massifs, la pollution des rivières sont des cicatrices visibles de décennies de prédation. Dans ce contexte, la signature d'un accord minier tripartite entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda soulève à la fois de l'espoir et de l'inquiétude. L'espoir d'un nouveau modèle de coopération, plus juste et plus équilibré. Mais aussi l'inquiétude d'un partage des ressources au détriment de la souveraineté congolaise. Le rôle de la société civile sera fondamental pour surveiller la mise en œuvre de ces accords. Les journalistes, les ONG locales, les leaders communautaires devront avoir accès à l'information, poser des questions et demander des comptes. Enfin, il ne faut pas oublier l'opinion publique africaine. De plus en plus connectée, de plus en plus critique, elle ne se satisfait plus des narratifs officiels. Les jeunes Congolais, Rwandais, Ougandais, Burundais, ceux-là même qui sont les premières victimes de cette guerre prolongée, réclament des réponses claires, des réformes profondes et surtout un avenir débarrassé des conflits hérités du passé. Les réseaux sociaux, les médias indépendants, les intellectuels panafricanistes jouent un rôle crucial pour amplifier ces voix. Si l'accord de Washington veut tenir ses promesses, il devra être soutenu non seulement par les États,
mais aussi par les peuples. Il devra faire l'objet d'un suivi transparent, d'un audit régulier et de sanctions en cas de violation. Il ne peut pas être un outil de communication pour les élites, mais un levier réel de transformation pour les populations. En conclusion, l'interview de Massad Boulos marque peut-être un tournant. En dévoilant la vérité sur la simultanéité du retrait rwandais et de la neutralisation des FDLR, il fait tomber un des derniers masques du régime de Kigali. Il redonne à la RDC une voix, une dignité, une souveraineté qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Mais la route reste longue. L'avenir dira si cette paix sera durable ou si elle rejoindra la longue liste des illusions perdues. Une chose est sûre, le peuple congolais n'acceptera plus jamais d'être spectateur de son destin. L'heure est venue de prendre sa place, de défendre son territoire et de construire enfin un avenir de paix et de justice.